Bienvenue dans ce troisième webinaire organisé par l'Institut de l'économie positive. Nous recevons ce matin Patrice Geoffron, professeur d'économie à Paris-Dauphine, en charge de l'équipe de recherche énergie-climat. Bienvenue à tous pour cette nouvelle matinée de débat en mode confinement, ce qui ne nous empêche pas de discuter et de débattre. Je suis Marie Viseau, je suis journaliste au Figaro. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire auquel vous participez ce matin et auquel vous êtes très nombreux. Je vous le redis à chaque fois, vous êtes aussi les acteurs de ce webinaire. Vous posez des questions, vous intervenez. Nous y répondrons tout au long de ces 3 quarts d'heure que nous allons passer ensemble. Patrice Geoffron, bonjour et bienvenue. Ce matin, nous parlons avec vous d'un monde positif après le Covid-19 et nous réfléchissons ensemble sur quel modèle pour la sortie de crise. Alors, un titre un peu provocateur, un monde positif. Essayons d'en parler ensemble ce matin, alors que l'économie est à l'arrêt, que la situation sanitaire est celle que l'on connaît aujourd'hui, qu'il faut repenser nos modèles et nos limites, Patrice Geoffron. Va-t-on repartir dans un business as usual? Voilà toutes les questions que nous posons ce matin autour de la réflexion, comment profiter de la crise pour réinventer ce modèle. Alors, l'épidémie de Covid-19 a replacé, on le dit à chacun de ces webinaires, les enjeux de santé au cœur des réflexions. On ne peut évidemment pas encore en tirer toutes les conclusions, mais Patrice Geoffron, est-ce que vous en retirez déjà des enseignements et quelles sont les premières réflexions que cela vous inspire? Alors bonjour à toutes et à tous et très heureux de partager avec vous quelques pensées positives du matin. Pour être positif, il y a tout de même quelques conditions qui sont liées au virus lui-même et ce virus nous est encore assez largement inconnu. Moi je suis prof d'économie, donc je me garderai évidemment bien de me lancer dans un exercice viral, mais je lis ce que lisent les gens qui nous ont rejoints ce matin, à savoir qu'il y a tout de même énormément d'incertitudes encore sur la durée, les résurgences, la saisonnalité. Et évidemment, les conditions dans lesquelles on pourra sortir de cette crise seront très différentes selon qu'on sera encore confiné un mois ou selon que tout ça nous ramènera à l'automne et avec un effondrement totalement exclu. Mais si on veut regarder ces choses positivement, premièrement, il me semble que ce temps est propice à la réflexion. Nous sommes toutes et tous conviés à des tas de webinaires sur ce modèle et à des échanges qu'on n'aurait à l'évidence pas eu dans d'autres circonstances. Donc, première observation assez basique, la forme de retraite dans laquelle nous sommes est plutôt propice à réfléchir. À la réflexion. Le deuxième élément qui me paraît aussi positif, qui est que, quitte à découvrir que nous sommes très sensibles en termes sanitaires, et on pouvait avoir la conviction avant ces dernières semaines que ce type de menaces étaient des menaces du XXe siècle, peut-être même du XIXe siècle, on a oublié toute cette histoire, eh bien on a un intérêt à le redécouvrir maintenant, parce que cette décennie va être décisive. Il faut tout de même se souvenir que les grandes peurs de l'année 2019 n'étaient pas sanitaires, en tout cas pas directement sanitaires, mais étaient liées au changement climatique. Peut-être sont-elles temporairement effacées par ce que nous vivons, et au sortir de cette... Il faut espérer que ce soit temporaire, pardon, je vous coupe, mais il faut espérer que ce soit temporaire, voilà, cette mise entre parenthèses des enjeux climatiques. Il faut surtout espérer que les réflexions qui peuvent s'organiser vont nous conduire à conclure ce qui est une évidence, qu'il s'agit d'une seule et même crise, et que tous ces chocs finalement, qui sont des chocs dans la globalisation, viennent nous affecter, notamment économiquement. Si on compare la situation au sortir probablement de la crise actuelle par rapport à celle de 2008, par exemple, pour un pays comme la France, la dette publique aura probablement été multipliée par 2, de 65% du PIB à peut-être 120-130% du PIB. Donc il y a une forme de continuité qui à un moment doit nous conduire à nous arrêter et à réfléchir sur les conditions d'en sortir, mais en regardant encore une fois tout ce qu'on a appris au fil de la décennie 2010 et sans s'arrêter uniquement sur la crise sanitaire en cours. Et donc dans le cahier des charges finalement de cette sortie de crise, on a un cahier des charges qui évidemment est bien plus dense qu'en 2008, parce qu'en 2008, on avait pu se préoccuper de faire une relance avec des effets les plus courts possibles, pensait-on, en termes d'emploi. Donc entre guillemets, on avait fait une relance rond-point dans laquelle on ne s'était pas trop préoccupé des effets à long terme, et notamment des effets environnementaux à long terme. On sait que ce type de crise, enfin en tout cas ce type de stratégie de sortie de crise,
est désormais totalement inadapté par rapport au cahier des charges. Et en fait, dans ce cahier des charges, c'est des travaux qu'on a conduits dans mon université avec un institut qui est I4C, qui est attaché à la Caisse des dépôts, et donc qui est un think tank qui réfléchit aux questions climatiques. Et l'idée qui en ressort est assez simple, elle consiste à dire que sortir de la crise, c'est mettre en œuvre des mesures de politique publique qui évidemment ont un effet économique. Il faut bien avoir à l'esprit que la menace était une menace de chômage massif, il faut la prendre en compte, mais également qu'il y ait des effets environnementaux et qu'il y ait également des effets sanitaires. Donc, c'est un cahier des charges qui évidemment est très complexe, mais dans lequel on peut imaginer que, par exemple, des mesures qui sont orientées vers les nouvelles mobilités, des mobilités bas carbone, eh bien, vont concourir. Alors, ça va évidemment du train en passant par le véhicule électrique jusqu'à des pistes cyclables. Ça peut concourir à créer de l'emploi, de la valeur ajoutée, à améliorer la qualité de l'air, avec évidemment des effets environnementaux positifs dans ce cas de figure. Également des effets sanitaires, puisque les perturbations de la qualité de l'air, en tendance dans différents pays, et notamment en France, ont été un facteur aggravant de cette crise. Je termine ce tunnel juste par un chiffre pour nous rappeler que pour une année normale, la mortalité en France liée à la mauvaise qualité de l'air, c'est 50 000 personnes. 50 000 personnes sont des données de l'OMS, et ça nous coûte à peu près 2% du PIB, c'est-à-dire à peu près 50 milliards d'euros. Donc, ce sont des chiffres qui étaient rappelés tout récemment par le Trésor. Oui, et qui remettent en perspective les chiffres qui nous sont aussi annoncés tous les jours dans le cadre du Covid-19. Alors, avant de parler de la reprise, parce qu'évidemment, on va en parler surtout parce qu'on veut être positif ce matin, j'ai envie de vous poser une question qui a été posée à tous les intervenants qui vous ont précédé sur ces webinaires organisés par l'Institut de l'économie positive. C'est cette question sur les limites d'un monde globalisé. Est-ce que cette crise montre les limites d'un monde globalisé à l'extrême ou pour les uns ou trop globalisé pour les autres. Voilà. Est-ce que tout ça finalement n'est pas le fruit de ce que nous avons construit? Alors, je pense que ce débat sur la globalisation, il doit avoir lieu. Il faut l'aborder avec prudence parce que il est difficile de pointer la globalisation pour expliquer aujourd'hui les raisons pour lesquelles notre stock de masques s'est évaporé durant la décennie, et pour expliquer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas eu par ailleurs un stock suffisant de gel hydroalcoolique. Donc il y a tout de même une série d'observations, et encore une fois, je suis encore aujourd'hui sidéré de ce type d'observations. Il me semble qu'il est assez difficile de totalement les imputer à la globalisation. Donc il me semble que nous avons eu, je ne sais pas comment dire, une sorte d'hubris, c'est-à-dire la conviction, en particulier pour les pays les plus avancés au plan sanitaire, enfin, par rapport à la vision qu'on pouvait avoir il y a quelques mois avant, on se pensait en tout cas invulnérable à ce type de menace, et la réalité s'impose à nous. Donc soyons assez prudents sur la globalisation. Cela dit, il me semble qu'il y a un certain nombre d'évidences, qui est que dans un monde globalisé, évidemment, on a une propagation de ce type de menace qui est accélérée par rapport à un monde qui est plus cloisonné, dans lequel et les marchandises et les humains qui transportent les marchandises d'ailleurs, se meuvent avec plus de contraintes ou avec des systèmes moins efficaces. Ce qu'on a pu observer par exemple sur un certain nombre de clusters touristiques, si on peut dire, notamment dans des bateaux de croisière, me semble être une illustration de ce que la globalisation a pu contribuer à accélérer. Et puis, l'autre élément, évidemment, et qui est la conséquence de ces deux points, c'est qu'à partir du moment où cette globalisation se dérègle et où on s'est aperçu qu'on avait à la fois des chaînes de valeur, ce qui n'est pas une grande découverte très très longue, eh bien, certaines d'entre elles ont pu s'interrompre avec des effets pour l'heure qu'on a plutôt bien gérés en Europe, mais qui auraient pu être très profondément délétères ou qui pourraient l'être à l'avenir si ce genre de crise devait se reproduire. Et donc évidemment, tout ça ouvre sur un grand débat sur la résilience, sur la diversification des sources d'approvisionnement, sur la relocalisation de secteurs critiques. Et ce débat, évidemment, il faudra l'avoir. Il ne sera pas simple à instruire, notamment parce que d'un côté, on va très probablement avoir une demande sociale qui est assez naturelle de circuits courts, de proximité et donc de transformation. Mais l'évidence, c'est derrière tout ça, pour mettre en œuvre ces transformations, il faut avoir une capacité d'investissement qui pourrait
qui pourrait manquer dans les temps à venir. Donc, il ne faut pas négliger l'inertie du système face aux demandes de résilience et de réappropriation dans un espace qui semble plus directement sous contrôle. Alors, il y a pas mal de choses dans ce que vous venez de nous dire, Patrice. Donc, pour vous, il n'y aura pas de retour de business as usual malgré la résilience dont vous avez parlé, dans un contexte où de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à une relance qui prenne en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Vous avez commencé à évoquer cet aspect-là lors de la précédente question, pardon. Les forces de rappel, les lobbies, les contraintes qui vont intervenir à la sortie de cette crise, finalement, ils vont quand même pas prendre le dessus et ce business as usual repartir de plus belle. Alors, repartir peut-être de plus belle, j'ai tout de même quelques doutes. Quelques doutes, d'accord. Parce que l'été est devant nous. Il est assez probable que cet été ressemblera aux étés qu'on a vécu ces dernières années, notamment celui de 2019, et va nous rappeler que les menaces, comment dire, il y a une espèce de contresens à considérer qu'on aurait d'une part des urgences de court terme et on aurait par ailleurs des menaces climatiques qui seraient lointaines au-devant de nous et qui seraient celles des décennies, disons, du milieu de ce siècle. Et en fait, on a touché du doigt la proximité de ces menaces en 2019 et à n'en pas douter, ces menaces vont se rappeler à nous très très vite et probablement dans les mois à venir. Donc moi, je doute qu'il y ait un espace de temps suffisamment important de telle manière à ce qu'on tente un retour au monde d'avant et à une sorte de business as usual, notamment parce qu'encore une fois, la réalité du changement climatique va s'imposer à nous très rapidement. Et gardons à l'esprit qu'au moment où nous nous parlons, la température mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle n'a augmenté en moyenne que de 1,1 degré. Et on nous parle de monde, si l'accord de Paris était mis en œuvre dans les conditions actuelles, on n'échapperait pas à un monde à 3,5 degrés, 4 degrés, qu'on ne peut même pas se figurer. Donc les objectifs de l'accord de Paris, qui sont d'être quelque part entre 1,5 degré et 2 degrés, il se pourrait qu'on soit très très vite, si on ne fait rien, dès la décennie 2030 dans ce monde à 2 degrés. Et ce monde à 1 degré, il est d'ores et déjà tellement étrange, tellement menaçant. Les Français, par exemple, c'est des chiffres qui circulent assez peu, chaque Français a eu à assumer au cours des 15 dernières années à peu près 1 000 euros de coûts qui sont liés au changement climatique, d'ores et déjà. Et sur ces 1 000 euros, simplement 50% étaient couverts par des assurances. Donc on n'a pas aujourd'hui des menaces sanitaires qui nous conduiraient à agir dans l'urgence et à sortir avec le même cahier des charges que la relance en 2008. J'allais dire, le long terme, c'est déjà demain. On est déjà dans ce qu'on percevait comme le long terme et malheureusement, heureusement, j'éviterai d'être cynique. Ces menaces vont se rappeler à nous très très vite. Bon, alors on va quand même essayer d'être un peu positif, même si je vois que vos questions commencent à arriver. Surtout, n'hésitez pas à en poser. Nous sommes là pour les transmettre et y répondre. Alors, les questions, elles sont un peu inquiètes de nos spectateurs ce matin. Alors, Bastien Lafitte, quand on voit les commentaires du Haut Conseil des finances publiques sur les chiffres jugés très optimistes de Bercy, notamment la récession de 8%, est-ce qu'au final, la période de confinement n'est pas une bulle qui va éclater quand on va revenir à la réalité ? La réalité étant, de mon point de vue, nous dit-il, un maintien d'une demande particulièrement faible, l'effondrement d'une majeure partie des petits commerçants et artisans et la tendance à thésauriser pour le consommateur. Et une question un petit peu dans la même veine de Arnaud Briatz qui nous dit que depuis plusieurs années, le niveau de dette publique est mis en avant comme un facteur de déséquilibre grave, mais finalement, notre situation économique est restée globalement bonne jusqu'à la crise Covid-19. À quel point pensez-vous que l'aggravation de la dette va effectivement perturber le système ? Alors effectivement, tout ça n'est pas très, très optimiste, plutôt le signe de certaines inquiétudes. Qu'est-ce que vous leur répondez, Patrice, à ces inquiets ? Alors, il y a une évidence, c'est qu'on va descendre beaucoup plus bas qu'en 2008, pour des raisons qui sont différentes. Oui. Cette crise, finalement, on peut la comparer à aucune autre. Peut-être que si on regarde la situation de la France, ce qui est le plus proche, peut-être, c'est ce qui s'est produit en mai 68,
pour des raisons à nouveau très différentes, mais où finalement, pratiquement du jour au lendemain et pour quelques semaines, toute l'activité a été bloquée. C'est assez difficile de comparer la situation actuelle à celle de 2008 pour deux raisons. Premièrement, en 2008, il y a eu un effet de traîne qui était celui des dettes privées transmises aux dettes publiques. La situation aujourd'hui est une situation qui, à cet égard, est assez différente. Mais l'autre élément, qui est un élément évidemment de préoccupation, c'est que la crise de 2020, évidemment, elle arrive après celle de 2018 et alors qu'on n'a pas absorbé, puisque, encore une fois, on a une dette publique aujourd'hui de 100% contre 65% en 2008. Donc, on n'a pas encore apuré les conséquences et on se voit placé dans l'obligation peut-être de remettre au pot, si on parvient à les financer, 10, 20, 30% de dette publique additionnelle de telle manière à sortir de la crise. Donc il y a beaucoup d'interrogations évidemment sur la capacité à les financer et sur la manière dont le collectif européen va soit eh bien, faire plus encore collectif, ce qui est pas du tout gagné à l'heure actuelle, ou au contraire se menacer de se fracturer, comme c'était le cas en 2011 au moment de la crise de la zone euro. Mais ce qui est tout à fait clair, c'est qu'on ne parviendra pas, moi je ne suis pas spécialiste de politique monétaire ni budgétaire, mais pour échanger avec pas mal de collègues macroéconomiques, évidemment, il va falloir faire preuve de beaucoup de créativité à l'interface entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Et il me semble qu'il va y avoir notamment un facteur de crédibilité. Je doute qu'on parvienne à rassurer les investisseurs sur notre capacité à rembourser cette dette, si évidemment cette dette n'est pas adossée à une politique publique qui est durable. C'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu. Alors, parallèlement à la politique monétaire que vous venez de citer, on en parlait tout à l'heure, il faudra une politique d'investissement. Alors, quels seraient les outils à mettre en œuvre pour réorienter les investissements vers une croissance plus durable, tournée vers les énergies fossiles propres? Et j'en profite pour prendre une question de Rémi Grosse-Carré qui va dans le même sens. Non, pardon. D'un spectateur anonyme. Je reviendrai à Rémi Grosse-Carré tout à l'heure. Comment agir concrètement pour faire évoluer la situation écologique malgré la défiance montante des acteurs? Je résume sa question. Voilà, donc on va avoir besoin d'une politique d'investissement, la défiance de certains dont on parlait tout à l'heure. Voilà, quels sont les outils à mettre en œuvre? C'est la bonne question. Pas les autres parfaites, mais celle-là me semble être le cœur du débat. Il me semble qu'il y a plusieurs arguments qui vont justement dans le sens de la positivité qui nous réunit ce matin. C'est que, premièrement, et à nouveau, on est 2020 n'est pas 2008, en ce sens que finalement beaucoup des filières qui à l'époque n'ont pas bénéficié du soutien public. On se souvient par exemple en France, on était à peine au sortir du Grenelle de l'environnement qu'on venait nous expliquer que l'écologie ou l'environnement, ça commençait à bien faire. Ouais. C'est un président de la République qui tenait ces propos. On s'en souvient. Et derrière tout ça, il y avait toute une série de considérations, notamment le fait que eh bien, les technologies bas carbone, elles étaient bien moins matures qu'elles ne le sont à l'heure actuelle. Il aurait fallu avoir des convictions très très fortes en 2008 pour soutenir massivement, par exemple, la mobilité électrique. Aujourd'hui, il s'est quand même passé beaucoup de choses pour soutenir le déploiement des renouvelables, etc. La question également se posait à l'époque dans des termes assez différents. Donc, il y a un premier élément qui consiste à dire, et ça se joue vraiment près de chez nous, si on peut dire, nous étant les Français et les Européens, eh bien, la maturation de ces technologies permet d'espérer un effet de levier et un retour sur investissement de l'argent public qui est bien plus encourageant de ce point de vue que ça n'était le cas en 2008. Mais deuxièmement et surtout, il y a un intérêt européen à faire ça. La caractéristique des Européens, et encore une fois, indépendamment de ce que vont faire les Chinois, les Américains et quiconque, nous, Européens, nous avons importé l'an dernier, chaque jour, 1 milliard d'euros de pétrole et de gaz. Et nous sommes condamnés de toute façon à ne plus en produire. C'est encore un peu le cas aux Pays-Bas, mais la production va s'arrêter. Pour l'essentiel, la seule matière qui va être extraite, c'est du charbon et qui est le pire du pire. Donc déjà économiquement, évidemment, au bout de quelques années, c'est 300 à 400 milliards chaque année qui sont
finalement investit dans l'alimentation d'un système fossile, on peut imaginer de les transformer et de l'investir différemment pour créer d'emplois de la valeur ajoutée. Et donc tout ça, évidemment, c'est l'enjeu européen du Green Deal. Et ce Green Deal, ce pacte vert, il était en débat avant la crise. Et la conviction qu'il s'agit de partager entre Européens, il y a un débat public très très dense qui s'est ouvert sur ce point, c'est de dire que nous sommes sur un continent qui peut avoir la taille critique pour constituer des filières, réduire sa dépendance, donc constituer des filières bas carbone, et on a une industrie assez puissante si on l'observe à la maille européenne, et avec, de ce point de vue, ce qui va être sans doute pour quelque temps encore le premier marché du monde. Donc ça crée quand même beaucoup de conditions qui sont des conditions tout à fait favorables et qu'il ne faut pas négliger. À la condition il faudrait quand même, je vous coupe, pardon Patrice, que l'Europe retrouve une unité qu'elle semble quand même avoir un peu perdue dans le contexte du Covid-19. Chaque État mène ses combats un peu de son côté. Vous pensez que ce sujet de la transition énergétique écologique peut ressouder l'Europe autour de quelque chose qui fédérerait, un projet fédérateur? Le point commun que nous avons désormais, c'est cette très très grande dépendance. Le fait que nous n'ayons plus, et a fortiori avec la séparation en cours avec la Grande-Bretagne, que nous n'ayons plus de production pétrolière et gazière, c'est un élément en commun. Ça veut dire que vraiment, nous ne sommes pas partie prenante à des négociations, notamment autour du prix du pétrole, qui se déroulent entre Washington, Riyad et la Russie. Et nous allons observer dans les mois et dans les années à venir si le prix du pétrole reste bas ou si au contraire il remonte très très fort, ce qui est assez plausible parce que les investissements dans l'amont pétrolier vont être fortement traumatisés. Et donc tout ça, et sans mauvais jeu de mots, c'est de la roulette russe. On se soumet à observer dans les temps prochains si le prix du pétrole va être à 30 $ ou s'il va remonter à 100 $ et plus. Et donc cette forme de dépendance, évidemment, elle est très très traumatisante pour l'ensemble des Européens. Et gardons à l'esprit que ce type de traumatisme, on l'a vécu en France. La crise des Gilets jaunes, on a considéré qu'elle était liée à une taxe carbone. En fait, elle est liée à un prix du pétrole qui est remonté très fort à partir de 2016, jusqu'à un moment où le niveau de ce prix est devenu insoutenable pour un certain nombre de nos concitoyens. Et la suite, évidemment, pour notre pays a été très douloureuse. Donc, beaucoup des conditions sont réunies pour réfléchir dans ces termes en Europe et pour que l'intérêt à réfléchir et les décisions qu'on pourrait prendre ne soient pas subordonnées à ce que vont décider les États-Unis ou les Chinois. Oui, alors justement, on a des questions sur les États-Unis de nos spectateurs. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vois qu'elles arrivent en masse. On n'aura malheureusement pas le temps de toutes les prendre. Mais l'équipe de l'Institut de l'économie positive y répondra. On voit que les États-Unis sont en train d'être frappés de plein fouet au niveau économique et social, alors que d'autres pays émergents s'en sortent plutôt bien. Que peut-on dire de l'impact de cette crise à l'ordre mondial? Quels seront les gagnants et les perdants? Ouh là là. Oui, alors c'est une vaste question. Écoutez, je partageais avec vous quelques observations. Donc, il n'y aura pas de garantie décennale sur ce que je vais vous dire. Alors, quelques observations. Premièrement, les Américains, mais finalement, d'une manière qui n'est pas très différente de notre réaction, se sont considérés plus robustes et résilients qu'ils l'ont été dans la réalité. Et à cet égard, il me semble difficile de tout mettre sur le dos de la réaction de Donald Trump, qui évidemment a été égale à sa manière de gouverner avant la crise. Et par exemple, vous avez des classements internationaux sur la robustesse sanitaire et la capacité à contenir des crises sanitaires. Et les États-Unis étaient tout en haut de ce type de classement. Et il s'est avéré, encore une fois, comme une partie de l'Europe continentale, qu'au contraire, ils ont été extrêmement sensibles. Donc la première observation, c'est qu'il va falloir faire un audit systémique de notre sensibilité à ces questions. Et évidemment, les Américains devront le faire, et on devra le faire également, et j'ai beaucoup de mal à nous différencier par rapport à cette obligation. En revanche, la grande différence, c'est la capacité à socialiser les pertes et à s'efforcer de garder ce que nous faisons en France, et on l'a d'ailleurs appris de l'Allemagne lors de la dernière crise,
à essayer de garder le lien entre capital et travail, alors qu'aux États-Unis, et on a eu l'occasion de discuter avec, par exemple, de grandes entreprises françaises dans le domaine des transports qui sont à la fois présentes en Europe et aux États-Unis. Et bien aux États-Unis, à la différence de ce qu'ils ont pu faire en Europe, ils n'ont pas eu de choix que du jour au lendemain, de licencier massivement. Ce que vont être les conséquences à long terme de ce type de choc sont très difficiles à déterminer. Il me semble qu'il y a deux scénarios. Le scénario des années 30, et avec, alors relisons Les raisins de la colère et ce genre de littérature. Il me semble qu'il y a un autre scénario qu'on ne doit pas négliger, qui est celui de la résilience et du déploiement des technologies et de la capacité américaine à attirer dans ces domaines les investissements, les meilleurs chercheurs, etc. Ce qui fera en toute hypothèse beaucoup de dégâts aux États-Unis, parce que même un rebond américain, sauf à une bascule après les présidentielles et un contrat social tout différent, je ne vois pas comment, en tout cas sous l'ère Trump, un modèle inclusif pourrait émerger. Donc, alors, puisque vous parlez du contrat social, après cette parenthèse sur les États-Unis, les gagnants, les perdants, tout ça est un peu hypothétique, le contrat social, justement, doit-il être totalement repensé chez nous et ailleurs, d'ailleurs? Comment dire, la globalisation commence en 90, après la chute du mur de Berlin, et c'est vraiment le moment où on passe d'une ère de la mondialisation, qui est celle de l'après-guerre, à l'ère de la globalisation. Et donc cette ère de la globalisation nous conduit aujourd'hui, 20 ans après le début du siècle, à une explosion des dettes publiques, des dettes privées. Donc si au sortir de tout ça, on n'a pas un audit systémique, et notamment dans les systèmes démocratiques, complet, et si on ne prend pas le temps d'une réflexion sans tabou, je pense qu'on aura gâché une bonne crise, et on ne peut pas se permettre un tel luxe. C'est peut-être ce qu'on a fait après 2008, et notamment nous, Européens. Donc, fatalement, me semble-t-il, on ne coupera pas à un aggiornamento et à une réflexion très, très en profondeur, et notamment non seulement du contrat social, mais finalement du contrat européen. Et ce ne sera pas simple, en particulier parce qu'on va voir non seulement apparaître évidemment et se cristalliser des tensions entre le nord et le sud de l'Europe, et entre l'est et l'ouest de l'Europe. Et donc tout ça va nous donner probablement un beau bazar et une période assez longue d'incertitude. Sauf s'il parvenait à s'installer l'idée que cette crise n'est pas finalement une sorte d'intermède au-delà duquel on pourrait reprendre le business as usual. Et cette idée, je pense, assez rapidement sera battue en brèche. Donc je pense que nous, Européens, on ne coupera pas un audit systémique dans lequel on sera tous impliqués. Notamment parce que l'état des dettes probablement fera qu'il sera difficile dans le nord de l'Europe ou dans le cœur de l'Europe d'avoir une prospérité si le Sud s'enfonce, par exemple. Ouais. On est trop liés pour se permettre de ne pas inventer de nouvelles formes de solidarité. Ok, merci. Nous avons une question de Michel Lamblin. Une politique sérieuse et durable ne peut sur le long terme qu'être majoritairement menée par le public. Cela ne signifie-t-il pas que les pouvoirs publics vont directement prendre une part beaucoup plus importante de l'action économique globale, via les nationalisations, via la délibéralisation? Qu'en pensez-vous? Évidemment, ce qui est en train d'apparaître massivement, c'est que l'État, à chaque grande crise, en tout cas dans les nations avancées, se retrouve en quelque sorte entre assureur et prêteur de dernier ressort, et tout ça au prix d'une dette qui va croissant. Donc ce modèle, évidemment, mais c'est une simple reprise de tout ce autour de quoi on a échangé jusqu'à maintenant. On est au bout de ce modèle. J'ai une certaine nostalgie des années 80 et notamment de la première époque vintage du mitterrandisme. J'ai quand même du mal à imaginer que les outils qu'il va nous falloir inventer sont des outils qu'on a massivement expérimentés à cette période.
Donc on va probablement, là également, dans des formes d'innovation de la politique publique, dans les mécanismes de régulation, dans les mécanismes de contrôle. Et à nouveau, encore une fois, il me semble qu'il n'y a pas de nécessité absolue au-delà de la médecine économique d'urgence qui est en cours. Il n'y a pas de fatalité à des nationalisations. En revanche, il y a une obligation d'exigence, s'il y a un soutien public, à ce que les stratégies mises en œuvre par les entreprises qui ont été secourues soient conformes au cahier des charges de l'intérêt collectif, qui est quand même évidemment très très exigeant. Si on surajoute au fait de devoir créer ou sauver des emplois le fait de concourir à des vertus environnementales et de concourir à la robustesse sanitaire, évidemment c'est compliqué. Alors on va revenir justement à la vertu environnementale. Nous avons une question de Nicolas Parodi qui demande quelle sera la motivation des grands groupes pour se lancer et investir dans un Green New Deal alors que leurs ressources financières auront été mises à mal par la crise du Covid. Bonne question. Là, le problème qui se pose en termes finalement de stratégie, de capacité à financer des investissements privés ou de capacité à financer de la dette publique est du même ordre. Comment est-ce qu'on peut rassurer les investisseurs sur le fait que, sur le long terme, les infrastructures, les équipements dans lesquels on va investir sont porteurs de retour sur investissement? La question, c'est celle-là. Et ce qu'on va observer très très vite, et il y a déjà des signes avant-coureurs, c'est que le business as usual n'est pas crédible non plus pour les financiers. Je vous donne deux exemples qui sont des petits bruits, mais des signaux faibles peut-être à ce stade et qui ont été ensevelis dans d'autres nouvelles, mais qui pourraient être de la préfiguration de grands changements. Avant la crise, il y a quelques mois, BP a annoncé sa volonté d'être neutre en carbone en 2050, ce qui est une annonce absolument invraisemblable. D'ailleurs, sans préciser à ce stade, ils doivent le faire au mois de septembre, les conditions. Mais le simple fait de cette annonce pour tout de même une entreprise dont le business model est de vendre du pétrole et du gaz, d'annoncer une neutralité, cette ambition de neutralité carbone, c'était déjà assez étonnant. Il se trouve que Shell, il y a 3 jours, vient d'emboîter le pas et de faire le même type d'annonce. Et Shell ne l'a pas fait avant la crise. Shell ne l'a pas fait sans avoir la connaissance de ce grand bouleversement qui est advenu depuis. Shell a confirmé que pour un grand pétrolier international, schématiquement, le business as usual n'est pas soutenable. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'engagement de réduction des investissements dans le domaine carboné, il s'agit d'engagement dans un changement assez drastique de modèle. Ou quand le géant saoudien Saudi Aramco s'est mis sous la forme d'un test de manière assez prudente à vendre, à ouvrir son capital à hauteur d'1,5 ou 2%, c'est une manière de dire on vend les bijoux de la couronne, en tout cas une petite partie, parce qu'on commence à avoir des doutes sur la valeur des bijoux de cette couronne. Donc il y a toute une série de signaux qui tendent à indiquer que le business as usual ne pourra pas faire illusion durablement. Alors ça n'interdit pas d'imaginer que de l'autre côté de l'Atlantique, on va se réengager dans ce type de stratégie, mais je pense qu'on aura la démonstration assez rapidement que ce type de stratégie est perdant et qu'en plus ce type de stratégie, schématiquement à moyen ou long terme, génère ce qu'on appelle des coûts échoués, des stranded assets, c'est-à-dire du capital qui n'est plus valorisable dans les temps à venir. Donc de toute façon, les exigences de transition vont réoccuper beaucoup d'espace très rapidement et mon point de vue, c'est qu'elles vont se surajouter aux exigences sanitaires plutôt que d'être évincées par la crise sanitaire. Ouais, y compris aux yeux des financiers, et ça c'est un élément important de ce que vous venez de nous dire. Alors, nous avons une question de Dominique Terroni qui n'est pas très positive, contrairement au thème de notre matinée. Cette crise a fait ressurgir ce que l'homme a de pire en lui, notamment l'individualisme. Ne pensez-vous pas qu'à la sortie de cette crise, les États ne vont pas au contraire se replier sur eux-mêmes? J'ai quand même envie de rajouter qu'elle a fait ressortir aussi ce qu'il y avait de meilleur en l'homme à travers des actions de solidarité comme on en avait rarement observé.
Qu'est-ce que vous inspire cette réflexion, Patrice? Moi, je vous rejoins totalement, Marie. Je n'ai pas Mmh. la même À ne vision. voir que le pire. Voilà. Il me semble Mmh. qu'au contraire, finalement, on est en train de se rendre compte que dans un monde dans lequel nous sommes soumis à ce type de menaces, l'individualisme, alors, sauf à imaginer un confinement ad vitam, n'est Ouais, pas, n'est pas un comportement d'avenir. Et on ouais. a observé, et c'est d'ailleurs le point de tension à l'heure actuelle, qu'à la fois nous sommes extraordinairement interdépendants. Il me semble qu'il y a au contraire beaucoup de solidarité qui s'est exprimée, mais dans le même temps, on doit garder des formes de distanciation sociale qui, évidemment, pour quelque temps, là, créent une période de très grand inconfort. Je, Finalement, la question qui vient d'être soulevée, c'est à peu près la même que sur la soutenabilité des dettes d'État. Si on devait aller vers le business as usual, des stratégies grises du business as usual de certains secteurs, est-ce que l'individualisme a de l'avenir? Je pense qu'on est en train de... Enfin, je ne vois pas sur quelle base on pourrait ressortir de ce confinement avec la sensation que l'individualisme est une stratégie soutenable. Il me semble qu'au contraire, les interdépendances et les interdépendances systémiques qui sont en train de se manifester, ne serait-ce que, encore une fois, très prosaïquement vis-à-vis du système de santé, mais y compris avec des systèmes qui nous semblaient être à portée de la main, comme des robinets qu'il suffisait d'ouvrir, notamment pour l'alimentation, vont être tout sauf évidents au travers de cette crise. Et je ne vois pas qui pourrait, à part des survivalistes peut-être, considérer que l'individualisme a de l'avenir. Et ça, c'est une raison d'espérer. Et ça, c'est une raison positive, exactement. Il y a pas mal de questions, donc on va, sans transition, passer aux stratégies de relocalisation. Voilà, on a beaucoup de spectateurs qui s'interrogent sur faut-il relocaliser, que faut-il relocaliser en priorité, quelles sont les stratégies que l'État doit mettre en œuvre. Vous avez commencé à aborder cette question tout à l'heure, et voilà, on sent une petite frustration de nos téléspectateurs. Voilà, la relocalisation des produits stratégiques et non stratégiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter sur ce point, Patrice? Alors, sur la relocalisation, moi, je suis capable avec vous de parler des évidences, mais ce qui va être plus compliqué, c'est d'aller au-delà des évidences. Qu'on ait manqué de produits essentiels dans la chaîne sanitaire et qu'on n'ait pas eu les capacités de production dans un espace géopolitique stable, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Europe, pas nécessairement en France ou dans nos espaces de confinement, ça me semble une évidence. Mais si le débat s'arrête là, évidemment, ce sera un débat sans doute assez tronqué. Jusqu'où faudra-t-il aller dans ce débat? Parce qu'on va s'apercevoir assez rapidement qu'on va tomber sur des points de tension. Si on doit modifier le système alimentaire de telle manière, peut-être à se sécuriser et à avoir des chaînes alimentaires plus proches de nous, assez mécaniquement, probablement, on va aboutir à une augmentation du coût de la calorie, c'est-à-dire du coût de nos produits alimentaires, qui va totalement à l'encontre de ce qu'on vit depuis une bonne trentaine d'années. Une des conquêtes de l'après-guerre, c'est de sortir finalement de ces grandes privations et de faire baisser les contraintes financières d'accès à l'alimentation. Si on doit réorganiser le système, premièrement, ça va prendre du temps, ça va requérir une capacité d'adaptation, une capacité d'investissement. Et donc, ça veut dire que beaucoup d'éléments de stratégie de relocalisation vont supposer que collectivement, et donc ça nous ramènera à la discussion qu'on avait sur le contrat social, eh bien, on admette une forme de sobriété heureuse. Donc, grosso modo, on peut tout à fait accepter d'avoir plus proche de nous des produits qui, globalement, soient à la fois mieux contrôlés dans leur chaîne de valeur, mais soient aussi, en conséquence, probablement plus coûteux, à la condition que nous acceptions de sortir d'un consumérisme effréné et que notre manière de se faire société passe également par plus de sauvegarde. La relocalisation n'est pas
parce qu'il pourrait y avoir une autre orientation qui consiste à dire, si eh bien, on pourrait avoir également une stratégie soit de redondance, c'est-à-dire on va doubler les circuits d'approvisionnement, on va diversifier les circuits d'approvisionnement avec une innervation plus dense que ça n'est le cas à l'heure actuelle, de telle manière à avoir en quelque sorte des circuits de secours pour faire face à des chocs. Mais ce qui serait également plus coûteux. Parce que finalement, la question qui nous est posée, c'est comment est-ce qu'on se sécurise face à ce type de menace. On veut plus d'assurance et évidemment, on sait que vivre en étant mieux assuré, en étant moins bien assuré, enfin, on ne peut pas imaginer que le coût de cette assurance ne pèse pas sur nous économiquement. Mais il faudra qu'on ait ce débat et qu'on accepte de l'assumer. Ok, merci Patrice. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Nous avons une question qui, je pense, est volontairement provocatrice de Rémi Groscarré, que je citais tout à l'heure. Pour changer, nous avons besoin d'acteurs du changement avec d'autres modes de pensée. Pensez-vous en faire partie? D'autres modes de pensée? Écoutez, non, moi, j'ai pas cette prétention. Je peux simplement me prévaloir avec mon équipe de quelques décennies de travaux à la fois sur les systèmes énergétiques, sur ce qu'on appelait il y a quelque temps encore la transition énergétique, qui en fait est un nouveau modèle de société, et sur les mécanismes économiques à mettre en œuvre. Sur l'échelle du changement de mode de pensée, il y a des gens qui sont beaucoup plus disruptifs que je le suis et qu'on l'est dans mon université. Je rappelle que je suis prof à Dauphine, donc qui n'est pas sur la carte universitaire l'endroit le plus, à nouveau, le plus disruptif. Mais c'est une manière également de dire que, et moi j'ai vraiment des convictions qui sont à la fois des convictions académiques, mais surtout de citoyens européens, convictions très très ancrées que cette crise et les précédentes peuvent pour les Européens nous inviter à agir collectivement, qu'on a un bel espace pour le faire, et qu'on a, ce faisant, une chance extraordinaire, c'est de ne pas être au Texas et de ne pas avoir sous nos pieds des ressources aisément exploitables qui pourraient être une tentation pour un modèle qui est condamné à sa perte, mais qui pourrait transitoirement apparaître comme une voie de sortie. Cette voie de sortie, on ne l'a pas, donc on est condamné à faire société ensemble, et on a pour ça beaucoup d'atouts, notamment on observe qu'on est depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, dans un monde dans lequel il y a un humain sur deux est urbain. Et on va, au milieu du siècle, si tout va bien ou si tout va mal, je ne sais pas, vers un monde à 70 ou 80% d'urbain. Eh bien, le modèle des villes, il a été inventé en Europe, la manière de vivre densément et d'organiser des réseaux, des systèmes, des services dans ces environnements. C'est plutôt les Européens qui les ont inventés historiquement et par nécessité du fait de notre densité. Et donc, ça, c'est probablement un atout. Et le monde à venir, notamment dans les métropoles africaines, évidemment dans les métropoles asiatiques, peut avoir à s'inspirer des types de services qu'on a su développer. Donc, je ne sais pas si cette pensée est disruptive, elle me semble plutôt relever de l'évidence, mais à nouveau, c'est une manière d'espérer pour les Européens. Ce qui nous amène directement, Patrice, à la dernière question que moi j'ai envie de vous poser, sur le message que vous voudriez faire passer aux politiques, aux leaders économiques, aux citoyens sur leur engagement à construire l'économie de demain, l'économie positive, voilà tout ce dont on se parlait au début de notre conversation, d'un monde positif après le Covid-19. Moi, j'ai juste envie de partager avec vous une expérience. Au cours de ces derniers mois, je fais partie du petit groupe d'experts qui accompagne la Convention citoyenne pour le climat. Et vous avez vu que cette Convention citoyenne a rendu un rapport intermédiaire, une belle lettre aux Français, enfin, adressée à notre président, mais une belle lettre aux Français, et dont la lecture est extrêmement émouvante. Et moi, j'ai été bouleversé de ce que j'ai compris au contact de ces citoyens pendant ces 6 mois. Ces citoyens, vous savez, qui sont tirés au sort, donc ils nous représentent dans toute la diversité, en âge, en origine géographique, en catégorie socio-professionnelle. Et sur ces 150, il y en avait à peu près une trentaine qui avaient déjà des convictions environnementales très, très ancrées auparavant. Voilà, ils sont à l'image de la société. Au bout de 6 mois, ces citoyens sont totalement transformés, sont évidemment très, très motivés, avec des convictions très, très fortes dans la manière de définir le monde
le monde d'après, très effrayés également de ce qu'ils ont compris sur l'imminence de ces grands dangers. Et ils ont une immense détermination. Donc, je vous renvoie finalement au courrier qu'ils nous ont adressé il y a une dizaine de jours et qu'ils ont adressé au pouvoir public. Et ce qui est très, très positif dans leur manière de réfléchir, c'est que ces 150 Français très divers, au bout de quelques mois, ont convergé vers des convictions communes, vers des consensus et vers cette nécessité de refonder ce modèle de société. Et encore une fois, cette convention, ce n'est pas l'extraction d'une ONG, ce ne sont pas des lobbies assemblés, ce sont vraiment le tirage au sort et une manière de réinventer des processus démocratiques. Et moi, j'en suis ressorti très optimiste pour la suite, à la condition, encore une fois, de ne pas passer à côté ce type de message. Et donc, je profite pour vous inviter à y porter une attention. L'encre est à peine fraîche puisque ce courrier nous est parvenu il y a peu de temps. Merci beaucoup, Patrice. Avant de clore ce webinaire, je vais vous partager avec vous ce commentaire d'Andiou Patry. Cette période de confinement si particulière permet aussi à chacun de se recentrer sur soi-même, de prendre soin de soi, de prendre des nouvelles de ses proches, de revoir nos sens de priorité, moins de consommation inutile, plus de sobriété et de bienveillance envers nous-mêmes et les autres. Voilà un commentaire positif pour clore ce webinaire à laquelle nous avons été très heureux de participer. Je parle aussi au nom de Patrice Geoffron. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci Patrice d'avoir participé à cette matinée organisée par l'Institut de l'économie positive. Les webinaires vont se poursuivre au rythme d'un par semaine. N'hésitez pas, rejoignez-nous, profitez-en pour réfléchir. Nous parlions ce matin d'un monde positif après le Covid-19. Nous vous souhaitons une très bonne journée et nous vous disons à bientôt. Merci Patrice. Merci beaucoup, merci Marie, merci à l'équipe de l'Institut. On va voir, je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais comment on pourrait répondre à toutes les questions. À l'ensemble des questions qu'on n'aura pas pu traiter. En tout cas, on va essayer d'apporter les solutions pendant le week-end. Merci à nouveau, à bientôt. Bonne journée.